Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera la troisième de notre série de vidéos quotidiennes de fin d'année. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans une atmosphère plutôt chaleureuse avec un thé chaud car j'ai l'impression que c'est un petit peu le genre de conversation que j'ai d'habitude avec ma meilleure amie. Sauf qu'avec ma meilleure amie, généralement on boit du café et non pas du thé. Donc avec vous, ce sera du thé. Donc j'aimerais vous partager mes 5 plus grandes leçons que j'ai pu apprendre en cette année 2021. Je trouve qu'il est très important de savoir tirer des leçons de nos expériences car peu importe les circonstances, peu importe notre vécu, que ce soit du positif ou du négatif, on peut toujours en apprendre quelque chose et c'est toujours sympa de pouvoir partager ça avec quelqu'un d'autre. Et moi en l'occurrence, je vais partager ça avec mes 263 abonnés. La première leçon, c'est que la négativité des autres n'est pas mon problème. Et même si ça fait un moment que j'ai compris que si quelqu'un me laisse un commentaire méchant sur les réseaux sociaux, ou si une personne dans la vraie vie dit quelque chose de méchant de moi, je ne m'emporte pas, je ne laisse pas ça m'affecter plus que ça, car je retourne toujours à cette image de bateau qui navigue sur l'océan. Et en fait, le bateau peut faire des kilomètres et des kilomètres sans pour autant sombrer. Et pourtant, il suffit d'une toute petite brèche qui laisse entrer l'eau pour qu'il finisse par couler. Et je me dis que moi et ma vie, c'est un petit peu ce bateau et l'océan, c'est la négativité des autres. Donc je peux naviguer sur la négativité des autres pendant des kilomètres et des kilomètres si je ne laisse pas cette négativité m'infiltrer et infiltrer ma vie. Mais le problème qui persistait pour moi et que j'ai pu enfin, je l'espère, comprendre et régler cette année, c'est que si un de mes proches est négatif, si un de mes proches est énervé, est triste ou peu importe, en fait j'ai tendance à tout de suite faire le miroir des émotions négatives de quelqu'un d'autre. Donc si quelqu'un est en colère, je me mets tout de suite en colère. Si quelqu'un est triste, je suis tout de suite triste. Et le pire, c'est que ça marche que dans ce sens-là. Ça ne marche pas dans le sens opposé. C'est-à-dire si je suis de mauvaise humeur et l'autre personne est de bonne humeur, je vais rester dans ma mauvaise humeur. Et en fait, cette année, j'ai compris que finalement, j'ai pas besoin de faire le miroir, j'ai pas besoin d'absorber en quelque sorte les émotions négatives de quelqu'un d'autre. Donc si mon conjoint, ma soeur, ma mère, ma meilleure amie est de mauvaise humeur, est en colère, est triste, je n'ai pas besoin pour autant d'étouffer ma joie de vivre ou de sombrer en fait dans la même émotion dans laquelle il sent, car finalement, quand on ne se sent pas bien, on n'a pas besoin qu'un proche sombre avec nous. On a plutôt besoin d'un proche qui va nous inspirer à un état meilleur. Et donc je dirais que c'est un petit peu 2 leçons en une. Donc la première, c'est que la négativité des autres n'est pas mon problème. C'est une personne que je ne connais pas ou je connais très peu et négative à mon égard par exemple. Ce n'est absolument pas mon problème, c'est son problème à elle. Donc je ne vais pas m'emporter un petit peu dans sa négativité. Et si un proche est négatif dans le sens où lui, il traverse quelque chose, il va pas bien, je n'ai pas besoin de faire le miroir ou d'absorber ses émotions. Je peux rester dans mes émotions à moi. La seconde leçon, c'est que tout est temporaire, que ce soit positif ou négatif. C'est temporaire et ça finira par passer. Et j'ai appris ça cette année grâce ou plutôt à cause de mes crises d'anxiété. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, une crise d'anxiété n'est pas vraiment psychologique dans le sens où les symptômes ne sont pas psychologiques mais plutôt vraiment physiques. Donc c'est des nausées, des vomissements, des migraines, le tournis, des tremblements, des bouffées de chaleur. C'est le fait de ne plus sentir ses jambes et d'être sur le bord de l'évanouissement. Mais le problème, c'est que cet état-là dure pendant des heures et des heures. Et souvent, ça me prend toute la nuit comme ça. Et le lendemain, j'envoie un message à mes sœurs en leur disant « Hier, j'ai eu une horrible crise. » Et je leur explique un petit peu comment ça s'est passé parce que je parle à mes sœurs tous les jours. Et en fait, cette année, à chaque fois que j'ai une crise, je me raccroche à cette image de moi le lendemain sur mon sofa en train de siroter mon café, certes vidé de mon énergie étant donné que j'ai fait une crise toute la nuit, mais me sentant beaucoup mieux parce que je n'ai plus tous ces symptômes en leur envoyant un message et en leur racontant ce qui s'est passé. Parce qu'il faut savoir aussi que pendant ces crises, on commence un petit peu à se détacher de la réalité et donc ça me permet de me raccrocher à quelque chose, surtout qui me prouve
que ça va passer parce que je suis passée par là tant de fois et ça a toujours fini par passer. Donc je me rappelle que c'est temporaire et que ça va finir par passer en me raccrochant à cette image du lendemain quand ça sera enfin passé. Ça me permet en fait de remettre en perspective la temporalité de ce que je peux traverser et je ne fais pas ça qu'avec le négatif, je le fais aussi avec le positif. Donc par exemple, on a arrêté les répétitions quand le Covid est arrivé et on a repris récemment. Et à présent, je me délecte de chaque répétition, de chaque moment de partage avec les membres de mon orchestre, de chaque moment où l'on joue comme ça tous à l'unisson. Et je suis vraiment consciente à présent du privilège que j'ai de jouer de l'instrument de mes rêves avec des membres d'orchestre qui sont absolument géniaux, d'un prof que j'adore et qui est génial. Alors qu'avant j'avais un petit peu pris ça pour acquis étant donné que c'est quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans, 2 fois par semaine. Donc pour moi c'était tout à fait normal et anodin d'aller à mes répétitions et de jouer avec les autres membres de mon orchestre, avec mon prof. Mais là je sais que ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc aujourd'hui je le fais avec pas mal d'autres choses dans ma vie où je me rappelle que c'est temporaire, que même si ça semble être acquis aujourd'hui, vos proches, les petits moments que vous passez, absolument tout, c'est temporaire, ça va passer. Donc il faut savoir profiter de ce que l'on a aujourd'hui et de ne pas fataliser ce qu'on traverse aujourd'hui. Ce n'est pas une fatalité, ça va aussi finir par passer. Donc que ce soit positif ou négatif, émotionnel ou physique, c'est temporaire. Ma troisième leçon, c'est que mon cycle menstruel affecte énormément ma vie. Et je sais que c'est un petit peu tard d'apprendre ça à 29 ans, mais est-ce que c'est vraiment ma faute si on en fait un sujet tabou et on n'en parle jamais ? Bref, cette année, j'ai lu quelques livres sur les cycles menstruels et même si je n'ai jamais eu de problème en particulier, j'ai pas de dérèglement, j'ai pas de douleur particulière ni rien du tout, mais ces livres-là ont été recommandés, je me suis dit tiens, ce serait intéressant, j'ai été curieuse, je les ai lus. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir pris connaissance d'un secret bien gardé, alors que tout le monde devrait savoir, tout le monde devrait connaître ça. Et c'est qu'en fait, les hommes ont un cycle très différent du nôtre. Les hommes ont un cycle circadien, c'est-à-dire que le matin, ils ont un pic d'hormones, un pic d'énergie qui va diminuer tout au long de la journée. Tandis que pour nous les femmes, notre cycle est plus comme les phases de la lune ou encore les 4 saisons. La première phase, c'est la phase menstruelle qui correspond à notre période de règles et qui est à l'image du croissant du début du mois de la lune. Donc c'est une période où on a une très faible production d'hormones et très peu d'énergie. Donc c'est le moment propice de se reposer et de planifier. Ensuite vient la phase folliculaire à l'image d'un croissant de lune qui tend vers une pleine lune et c'est une période où on a les hormones comme ça qui commencent à être produites de plus en plus et donc on a beaucoup plus d'énergie et on est surtout très créative pendant cette période-là. Donc c'est le moment de faire du brainstorming, de faire des activités créatives. Après ça vient la phase ovulatoire, donc c'est la pleine lune, le pic d'hormones, le pic d'énergie et de bonne humeur. Donc c'est le moment d'accomplir ses objectifs, d'accomplir ses projets, mais c'est aussi le moment d'être sociable, de s'ouvrir au monde et de partager plein de choses avec les autres. En fait, c'est la meilleure, on va dire, c'est la meilleure partie de votre cycle menstruel. Et enfin, la phase lutéale qui est celle qui vient juste avant les règles. Donc là, c'est la rechute des hormones et donc on est fatigué, on est désintéressé, on n'est pas de très bonne humeur. En fait, on est un petit peu comme le croissant de fin de mois de la lune et donc c'est le moment de se reposer, de prendre soin de soi et de prendre du temps pour soi. Et je sais que notre société voudrait qu'on continue à travailler normalement, à vivre normalement alors qu'on saigne du matin au soir pendant une semaine de chaque mois. Et ça, c'est dans les meilleurs des cas parce que certaines d'entre nous ont des douleurs insupportables, des vomissements, des nausées, des migraines et j'en passe. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est d'abord comprendre pourquoi on se sent ainsi, surtout psychologiquement, et du coup planifier son mois en conséquence. Donc par exemple à présent, si je veux inviter des amis pour manger, si je veux travailler sur un gros projet, je vais planifier ça plutôt sur la phase folliculaire à ovulatoire. Et je vais essayer aussi de travailler, de boucler les grosses tâches, les gros projets
afin de pouvoir libérer du temps pour la partie lutéale à menstruelle et de ne pas prendre des rendez-vous importants si c'est possible pendant cette phase-là. La quatrième leçon, c'est que ce n'est pas la gestion du temps qui est importante, mais plutôt la gestion de l'énergie. Étant une folle de l'organisation, je planifie et j'organise ma vie au quotidien au millimètre près. Et je suis toujours dans une démarche d'optimisation et d'efficacité. Et en fait, je me suis rendu compte cette année que le problème n'était pas le temps, mais plutôt l'énergie. Je m'explique. Cette année, j'ai fait d'énormes et de très très longues pauses sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que pendant ces périodes-là, j'avais beaucoup de temps et surtout je faisais beaucoup de choses. Et je reprenais les réseaux et rebelote, je me retrouvais dans ce cycle où je fais pas tout ce que j'ai envie de faire, je me sens tout le temps submergée, j'ai pas envie de faire grand chose, etc. Et donc j'ai commencé à analyser ça dans un premier lieu par rapport à mes réseaux sociaux. Donc j'ai remarqué qu'en rentrant du boulot, si je me mets sur mon téléphone et je scrolle sur Instagram, et je passe pas des heures, hein, si je passe juste 15 à 20 minutes, et bien par la suite, non seulement je n'ai pas envie de faire grand chose, et en une fraction de seconde, il est déjà 23h et j'ai envie de rien faire. Tandis que si en rentrant du boulot, je vais directement faire mon sport, ensuite je prépare le dîner et je passe une bonne soirée avec mon conjoint, eh bien je fais tout ça et en fait on finit notre soirée et il est 21h30 et j'ai encore du temps pour lire, encore du temps pour faire du yoga, etc. Et donc finalement je me suis rendu compte que ce n'était pas le fait de minimiser mon temps sur les réseaux sociaux qui me libérait du temps dans ma soirée, mais le fait de ne pas du tout utiliser les réseaux sociaux. Parce que le fait d'utiliser ne serait-ce que 10 minutes de réseaux sociaux après le boulot, ça me vidait de mon énergie. Après ça, j'avais envie de ne rien faire. Et le temps, j'avais l'impression que ça passait super vite. Et ça fonctionne avec plein d'autres choses qui nous bouffent de l'énergie ou qui nous donnent de l'énergie. Donc pour moi, faire du sport en rentrant du boulot, le sport, ça me donne de l'énergie. Donc après ça, j'ai beaucoup d'énergie et donc je fais plein de choses. Pareil pour les personnes. Des fois, vous avez une conversation avec une personne et c'est un vampire d'énergie. Elle vous vide de votre énergie. Tandis qu'une autre personne, vous discutez avec elle et vous vous sentez motivé et inspiré par la suite à faire plein de choses. Et c'est pareil pour le repos. Si vous avez énormément de choses à faire, 1 heure de repos peut sembler mais tellement contre-productif. Et techniquement, 1 heure de repos, c'est 1 heure de moins dans votre calendrier pour accomplir vos tâches. Mais concrètement, le gain d'énergie et de clarté que vous aurez après cette heure que vous aurez prise pour vous reposer, pour prendre soin de vous, va vous permettre de travailler beaucoup plus efficacement et donc de gagner du temps. Donc aujourd'hui, dès que je me sens submergée, dès que j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps, je remets tout de suite en question tout ce qui pourrait me priver de mon énergie, comme le fait de ne pas dormir assez, de ne pas manger équilibré, d'avoir une maison désorganisée, d'avoir des relations qui ne sont pas entretenues ou de scroller beaucoup sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, depuis que je gère mon énergie au lieu de gérer mon temps, je n'ai plus de problème en fait avec le temps. La 5e et dernière leçon, c'est que à chaque jour suffit sa peine. Et j'ai appris cette leçon avec des expériences dont j'aurais préféré m'en passer. Mais le fait est que vivre dans le moment présent sans se préoccuper de l'apocalypse du lendemain vous permet de vivre avec une sérénité sans égale. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain et faire n'importe quoi. Bien sûr qu'il est très important d'être prévenant, d'analyser les risques et de prendre des décisions en prenant en compte les conséquences à long terme. Là, je parle d'autre chose. Je parle de toutes ces choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle et pour lesquelles on s'inquiète inutilement. Disons par exemple que votre boss vous a convoqué, qui vous a dit qu'il aimerait vous parler demain dans son bureau. Et vous n'avez absolument aucune idée de ce que ça va être. Ça pourrait être une promotion comme ça pourrait être un licenciement. Et bien sûr, nous, on vire toujours vers le négatif, donc on va penser que ça va être un licenciement ou du moins un truc négatif. Et si vous fonctionnez comme la plupart des êtres humains, vous allez vous inquiéter, vous allez dresser les pires scénarios et vous les répéter, vous allez vous faire un sang d'encre jusqu'au lendemain, alors que finalement, peu importe à quel point vous vous inquiétez, vous ne pouvez pas contrôler l'issue
de ce qui va arriver demain dans tous les cas de figure. Vous ne pouvez pas contrôler votre boss, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il va vous dire demain. Donc pourquoi vous gâchez la vie aujourd'hui pour un lendemain que vous ne pouvez absolument pas contrôler? Et en plus, ça pourrait être un truc positif. Donc vous vous êtes inquiété, peut-être que vous avez été très désagréable avec vos proches pour quelque chose qui n'allait absolument pas arriver. Et donc je ne laisse plus l'inquiétude de quelque chose qui pourrait éventuellement se passer demain, dans un mois ou quelques années, gâcher mon moment présent. Et même si je suis sûre que ça va arriver, mais je ne peux absolument rien y faire, eh bien je ne vais pas laisser ça occuper tout mon espace mental, voiler ma perception du moment présent et me gâcher mon moment présent. Si c'est un truc négatif, eh bien je le vivrai quand ça arriverait. Ça sert à rien de l'anticiper, de le vivre dans le moment présent alors qu'il n'existe pas dans le moment présent et qu'on ne peut rien y faire. Donc voilà, je ne laisse pas les choses que je ne peux pas contrôler gâcher mon moment présent aujourd'hui. Notre vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires vos leçons, comme ça sera une discussion, comme je vous ai dit, comme je discute avec ma meilleure amie et non pas un monologue devant ma caméra. Je serai très heureuse de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.